On se retrouve un peu comme tous les dimanches pour échanger entre autres sur l'actualité politique de notre pays avec bien évidemment nos invités. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Comme vous le savez déjà, l'actualité politique de ces derniers jours reste marquée par ce verdict de la Cour constitutionnelle au sujet des différents recours sur le parrainage et également sur le prolongement du mandat du chef de l'État. Alors, l'entretien de ce dimanche reçoit justement l'un des requérants pour en savoir plus, donc prendre ou leur appréciation, leur lecture de cette décision de la Cour constitutionnelle. Et à cet effet, nous recevons aujourd'hui M. Nadin Taïwo Kokode. Il est le président du mouvement Encore. Monsieur Kokode, bonjour. Bonjour, Madame Toboula. Merci pour la bonne prononciation. Merci donc d'avoir accepté notre invitation pour nous entretenir autour de ce verdict de la Cour constitutionnelle. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté, enfin de nous avoir invités. Et ça nous permettra, n'est-ce pas, de donner un tout petit peu notre point de vue sur le recours déjà, et puis bien, sur ce verdict qui a été commenté en long et à large dans les médias. D'accord. Alors, comme je le disais, vous venez d'être débouté par la Cour constitutionnelle suite à votre recours en inconstitutionnalité du principe du parrainage pour l'élection du président de la République. La Cour a argué de son incompétence à contrôler le contenu de la volonté du constituant. Vous prenez acte simplement, je suppose. Ah non. Ah non, on ne prend pas acte simplement. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même rectifier. C'est vrai, en tant que citoyen béninois, j'ai déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Et il y a un autre recours qui a été déposé par Armand Boyon. Et ce qu'il faudrait que les gens sachent, c'est que Armand et moi sommes membres du mouvement politique Encore, dont je suis le président et dont il est le secrétaire général. Les différents recours du même mouvement. Du même mouvement. Et ben, je puis vous assurer qu'on n'en a pas fini. Donc, il faudrait que les gens sachent que c'est ce mouvement-là qui a décidé d'envoyer 2 recours, déjà pour tester en tout cas l'habileté de cette Cour constitutionnelle à répondre à des questions qui sont plus ou moins épineuses. Et bon, faudrait-il encore le dire, Encore c'est un mouvement politique. Un mouvement politique qui est né d'une ambition commune de citoyens béninois à changer les choses. Encore aurait pu être un parti politique s'il n'y avait pas eu, entre-temps, cette nouvelle loi, en tout cas, qui régit les partis politiques, cette nouvelle charte des partis politiques qui oblige à avoir, je pense, 1815, je pense, ou 1100, je ne sais plus exactement d'ailleurs, et qui oblige en tout cas à avoir une pléthore d'adhérents. Bon, ils ont décidé que cela soit ainsi. Ben, moi, pas une pléthore, en tout cas un quota considérable pour l'ancrage national, on peut le dire ainsi. Je pense que théoriquement pour l'ancrage national, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin d'avoir plus de 1000 adhérents qui constituent le socle, le premier socle. C'est vrai que c'est pour répondre à un problème qui existait. Ils vous diront qu'il y avait plus de 200 partis. Absolument. Et c'est vrai qu'il y avait certainement plus de 200 partis. Il y a un moment, il y en avait même plus de 280. Mais ce qu'ils ont oublié de dire, et c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec les scientifiques, les gens qui travaillent sur ce genre de sujet dans nos universités, ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que même au moment où il y avait plus de 280 partis, il y en avait à peine que 25 qui fonctionnaient. Donc cela n'empêchait en rien la démocratie d'aller de l'avant. Non, mais voilà. On n'a jamais dit que cela empêchait la démocratie. Non, mais ça fait parlé plutôt, la réforme a parlé plutôt de partis d'envergure nationale. Ben, il y avait quand même des partis d'envergure. Vous savez, vous allez dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, il n'y a aucun parti qui soit d'envergure complètement nationale. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Vous allez aux États-Unis, ce n'est pas faisable. Vous savez, vous prenez les démocrates, par exemple, aux États-Unis, ils ont leur fief. Ils se battent à chaque fois pour aller en acquérir d'autres. Et c'est ça
une démocratie dynamique. Vous prenez les Républicains, c'est la même chose. Vous allez en France, le Parti socialiste ou le Parti, aujourd'hui, En Marche, c'est toujours la même. On a des fiefs. Et à partir de ces fiefs, on essaie de se développer. Justement, Voilà. c'est l'idée. L'idée, elle est la même. Non, l'idée, là, c'est de partir dès le départ et de créer un ancrage national. Il n'y a aucun parti au Bénin qui n'a jamais eu de représentants dans tous les départements. Ça n'a jamais existé. Mais c'est en fonction de vos forces et de vos affinités que vous développez votre électorat. Et de toute façon, ça se fera et ça sera toujours comme ça. Et d'où leur fameux, enfin, si vous vous souvenez, la première charte, enfin, celle de septembre, je pense, 2018, où ils vous introduisaient l'article 248 avec leur fameux 10%, et qu'ils corsent après, parce que les 10% qui n'étaient applicables qu'aux législatives, et qu'ils corsent après. Donc, bref, quand nous avons vu ça, nous nous sommes dit que nous n'avions pas, en tout cas, pour le jeune mouvement que nous étions en train de mettre en place, le jeune parti que nous étions en train de mettre en place, nous n'avions pas les reins aussi solides pour aller vers un parti en ce moment-là. Donc c'était plus simple de nous mettre en mouvement et de continuer à travailler. Parce qu'il n'est pas question que dans les années à venir, on laisse les apparatchiks, ou j'allais dire les dinosaures qui sont là depuis des années, continuer à nous dicter ce qu'il faut faire dans le pays et qu'à la fin, à chaque fois, on a l'impression qu'on tourne en rond et qu'on revienne au même endroit. Donc c'était pour situer le mouvement Encore, qui est un mouvement dont le but est vraiment de rassembler les jeunes, de rassembler les femmes et aussi de faire travailler beaucoup plus en avant la diaspora. Une diaspora béninoise qui est bien à l'extérieur, une diaspora béninoise qu'on empêche en réalité dans les tests d'intervenir dans le pays, alors qu'on sait que malgré tout, cette diaspora est le premier... Une diaspora qu'on empêche d'intervenir dans le pays. Absolument. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites là? Ah oui, absolument, c'est tout à fait simple. Vous savez, depuis Kérékou, il avait été dit que cette diaspora allait être représentée à l'Assemblée nationale, qu'elle allait être... On a deux plans, qu'on allait avoir 2 sièges à l'Assemblée nationale, qu'on allait être représenté au Conseil économique et social. C'est une procédure vers laquelle on va certainement tendre, mais il ne faut pas dire là tout de suite que ça fait 30 ans qu'on essaie de tendre vers cette procédure. Non. Et j'ai vécu dans cette diaspora pendant plus de 20 ans, et j'ai fait les luttes avec cette diaspora pendant plus de 20 ans pour que cela puisse devenir une réalité. Et chaque fois qu'ils veulent venir au pouvoir, ils se déplacent, ils vont à Abidjan, à Libreville, ils viennent à Paris, ils viennent nous haranguer. Quand nous allons arriver, nous allons le faire. Il y a eu même sous Yahibouni une direction au ministère des Affaires étrangères qui était consacrée à la diaspora. Et ça, nous l'avons apprécié, mais on veut en avoir plus. Nous sommes de gros pourvoyeurs sur le plan économique. Nous apportons, en tout cas, je sais que nous apportions avant la rupture plus que l'aide internationale. À partir de cet instant, notre voix, la voix de la diaspora, elle doit compter. Donc, il y a tout ça qu'on met ensemble et qu'on se dit, lorsque nous avons fait partie de cette diaspora, et lorsque nous voyons comment les femmes aujourd'hui dans ce pays n'ont pas droit de citer réellement en politique jusqu'au point où on soit obligé de mettre dans la Constitution un quota parlant de discrimination positive, enfin, allez entendre ce que c'est, pour pouvoir permettre aux femmes d'être représentées à l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on voit la force de la jeunesse, notre jeunesse qui n'est pas si paresseuse que ça, parce que lorsque vous vous déplacez, lorsque vous allez dans les villes et dans les campagnes, c'est cette jeunesse que vous voyez dans les champs. Lorsque vous allez à Dantopa, c'est cette jeunesse, c'est ces enfants, c'est que vous voyez en train de pousser, en train de travailler, en train de s'échiner pour que cette économie plus ou moins parallèle puisse fonctionner. Lorsqu'on voit que tous ceux-ci sont en marge, parce qu'il n'y a personne en réalité qui les prenne en compte, qui les prennent en compte dans les projets, en dehors du verbiage, j'allais dire, nous avons décidé de mettre tout ceci ensemble pour pouvoir inviter ces gens-là à venir travailler. Et c'est pour ça que nous avons mis en place ce mouvement qui veut dire « Ensemble, construisons notre République ». Encore. Maintenant, encore, comme tout mouvement politique ou comme tout parti politique qui devait être, a quand même l'ambition. Vous n'êtes toujours pas encore un parti. Non, oui, mais voilà. Oui, absolument. Je préfère qu'on le dise ainsi. On n'est toujours pas un parti, d'accord? Mais on compte quand même participer à la gestion de ce pays. Et lorsque vous voulez participer à la gestion d'un pays, et que vous voyez qu'il y a des tests,
qui vous en empêche. Nous sommes en démocratie, nous sommes en République. Vous utilisez les voies de recours pour pouvoir contester ces tests-là. Et c'est pour cela que nous avons pris la décision, après avoir attendu une fois encore que nos anciens qui étaient là fassent le travail et qu'ils ne l'aient pas fait, que, j'allais dire, les roturiers de la politique qui sont sur le terrain, qui contestent, qu'ils fassent cette démarche vers la Cour constitutionnelle qu'elle n'a pas été faite, nous avons pris. Et c'est le parrainage qui vous empêche d'animer la vie politique de votre pays, c'est ça? Non, le parrainage n'empêche pas d'animer la vie politique, mais là, le parrainage... Vous avez dit des tests qui vous empêchent... Mais les tests empêchent, n'est-ce pas, de briguer, en tout cas en ce qui concerne la présidentielle, la magistrature suprême par exemple. C'est une vérité. Écoutez, le parrainage, il est clair. Le parrainage dit quoi? Il dit... Enfin, les articles 42, 43, 44 de notre Constitution, et enfin, de la Constitution modifiée et non modifiée, j'allais dire, et le nouveau code électoral, dans son article 132, qui dit de façon très claire que pour aller aux élections présidentielles, il faut avoir 10% au moins, enfin, le parrainage de 10% au moins des élus, députés, et ou maire. Alors, nous savons tous qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il n'y a que deux partis. L'Union progressiste et le Bloc républicain, pour ne pas les nommer. Et nous savons que ces deux partis sont globalement les deux pieds du chef de l'État, pour ce qui s'agit... Mais ce débat a été fait, M. Kokolé. Non, mais non, on sait très bien que ce débat a été fait, mais en fait... Les députés et maires disent qu'ils sont disponibles à accorder absolument, mais en fait, je suis le premier à les croire. Mais on est en politique, on n'est pas en religion. D'accord? Donc, en définitive, vous avez deux partis à l'Assemblée nationale. Donc, et des partis qui ont été élus dans les conditions que nous savons. On ne va pas revenir sur ça. Et rebelote en 2020, les élections municipales, à la fin, nous avons deux partis majoritaires qui sont encore l'UP et le BR. Non, il y a trois partis qui ont des élus. Non, j'ai dit, nous avons deux partis majoritaires qui sont l'UP et le BR. Et nous avons un troisième parti qui est le FCBE, qui se dit parti d'opposition. Je dis qui se dit parce que je n'y crois pas un seul instant. Ça veut dire qu'en définitive, que vous êtes de l'opposition et vous allez quérir les parrainages de partis qui ne sont pas de l'opposition. La première chose la plus facile pour vous, si vous en avez la capacité, c'est de contester cette décision, de la contester jusqu'à ce qu'elle saute. Voilà. Après, si vous n'arrivez pas à la faire sauter, vous pouvez peut-être faire autre chose. Mais la première chose, c'est de contester cette décision jusqu'à ce qu'elle saute. Nous l'avons contestée. La Cour constitutionnelle a dit qu'elle était incompétente. Moi, j'ai lu sur les réseaux sociaux, j'ai lu dans les médias, dans les journaux, les commentaires. Et je n'ai pas la même appréciation. Aujourd'hui, je pense que c'est une bonne décision pour nous. En ce sens, c'est une bonne décision que la Cour se déclare incompétente. Je pense que quelque part, elle a raison. La première chose qui me fait dire que cette Cour-là ait raison, c'est que c'était des recours corsés. C'était des recours bien écrits. Je ne suis pas juriste, c'est vrai. Mais nous savons nous entourer et nous savons comprendre. Et il fallait déjà saisir la portée de ces recours et ne pas les traiter de façon politique. Ce que la Cour n'a pas su faire. Elle a traité ces recours. Au lieu de les traiter de façon technique, de façon intellectuelle, elle les a traités de façon politique. Comment a-t-elle traité vos recours de façon politique? Mais non, elle les traite de façon politique. Elle traite la procédure, elle l'a dit, comme le disent les observateurs, c'est la procédure qu'elle apprécie, pas le contenu. Ah oui, mais en fait, c'est le contenu qu'il faut, dans le cas d'espèce, apprécier. Là, il faut retourner à l'Assemblée nationale pour encore... Non, en fait, quand vous parlez d'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale a quand même commenté, en tout cas, a fait ses observations. Mais j'attends de lire la décision de la Cour, parce que dans ce que le président de la Cour a lu, il n'a pas parlé de l'Assemblée nationale. Non. Pourtant, à une audience précédente où nous étions, le représentant de l'Assemblée nationale
a dit avoir laissé ses observations. Nous ne les avons pas entendues. Le secrétariat de la présidence a fait ses observations. Donc, soi-disant que la Cour serait incompétente et la Cour a suivi ce secrétariat de la présidence. Ces observations, nous ne les avons pas eues. Il aurait fallu, c'est parce que c'est depuis quand même le 17 novembre que nous avons déposé ces recours. Et à aucun moment, nous n'avons reçu ces observations en main pour, au besoin, les commenter ou les contester. Voilà. Donc je disais, première chose, sur le plan intellectuel, c'était un travail très difficile à faire puisqu'il fallait se départir de la sphère politique. La deuxième chose, c'est sur le plan matériel. Sur le plan matériel, parce que, alors que nous, on dépose notre cours, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples fait sortir une décision demandant au Bénin de retourner à la Constitution de 1990. Ça corse le travail, parce que si la Cour constitutionnelle se prononce sur le contenu, mais elle est obligée de se prononcer par rapport à la Constitution de 1990. Puisque la Cour africaine des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples fait partie intégrante de notre Constitution. Et elle s'impose à nous comme une charte supérieure à notre Constitution. Et je suis persuadé que quelles que soient les gymnastiques politiques que nos magistrats de rang exceptionnel qui sont à la Cour font, ils doivent quand même penser de temps en temps à leur avenir. Non, où est la gymnastique politique? Non, c'est une gymnastique. Dans cette décision, M. Kokode. Mais la gymnastique politique, elle vient du fait que on vous dit que le parrainage sur le plan politique n'est pas vivable. Le parrainage en lui-même, nous ne contestons pas le parrainage, vous savez. Le parrainage se fait ailleurs. Ce que nous contestons, c'est que ce parrainage qu'on nous demande, il y a des députés qui ne sont pas élus dans les règles, qui vont le porter, et dont nous sommes obligés de reconnaître la légalité, mais dont nous ne reconnaissons pas la légitimité. Vous allez me dire que le débat a été fait. Ce sont des élus, M. Kokode. C'est une élection qui les a qui leur a permis d'être là où ils sont. Absolument. Officiellement, 27% de la population béninoise qui aurait élu les députés qui sont là aujourd'hui. Officieusement, peut-être moins de 10%. C'est ça dont il faut parler en réalité. Moi, je ne débat plus de ça aujourd'hui. Je dis tout simplement que j'ai un doute sur le fait qu'ils puissent me donner le parrainage puisqu'ils appartiennent à un gouvernement. J'ai un doute. Je ne mets pas en doute la probité de chaque député. Je mets en doute la franchise du système. Je dis, je ne crois pas que dans ce système-là, et surtout selon les rumeurs qui disent aujourd'hui que ce sont les chefs de parti, que c'est peut-être le chef de l'État qui va valider les parrainages, c'est des rumeurs. Et au Bénin, il faut toujours faire attention aux rumeurs. Elles viennent parfois de ceux qui veulent, de ceux qui nous dirigent. À partir du moment où vous avez ça, vous faites attention. Lorsque vous êtes dans un système où il y a des gens qui ont des ambitions. D'accord? Mais de toute façon, sur le plan politique, sur le plan démocratique, ce n'est pas concevable que... Et c'est là l'objet de notre deuxième recours, parce que le mien, c'était tout simplement pour voir la constitutionnalité du parrainage. Oui, le deuxième recours, en quoi le parrainage vous paraît-il anticonstitutionnel? Non, mais je dis le parrainage... mais regardez, tout simplement, j'ai donné 5 exemples. À supposer que tous les élus décident de ne donner aucun parrainage, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Ils ne peuvent pas décider. Mais pourquoi ils ne décideraient pas? Il n'y a rien qui les y contraigne, en réalité. Il n'y a rien, je vous mets au défi de me dire qu'il y a une loi qui contraint un député ou un maire à donner le parrainage. La loi dit tout simplement qu'ils doivent donner le parrainage. Il n'y a rien qui les contraigne à donner le parrainage. C'est-à-dire que sur les 160 élus, il nous en reste 159 aujourd'hui, le recours de Noureddine Saka Saleh parlait d'inapplicabilité parce qu'il y en a un qui est décédé en disant que le 10e candidat ne pourrait pas avoir la totalité. Donc, aujourd'hui, supposons que sur les 159 élus qui restent, il y en a 59 qui décident de ne pas donner de parrainage. Vous ne pouvez rien leur faire. Il n'y a absolument rien qui les y contraigne. Supposons que les 159 donnent leur parrainage à un seul candidat.
Ah, mais ce sont des élus. Non, mais je suis en train de parler d'hypothèses mathématiques. Certes, des hypothèses. Voilà. Donc, ces hypothèses mathématiques. Non, ce sont des hypothèses d'école, comme le disent certains. On ne peut pas en arriver là, monsieur. Mais parce que nous n'avons aucune expérience de cela. Et moi, je crains en réalité ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tous ces parrains ne donnent leur parrainage qu'à un seul candidat. Ou à deux candidats. Eux-mêmes disent qu'ils sont... Ou à deux candidats. Mais je ne mets pas... Non, il faut qu'on revienne. Je dis, je ne mets pas en doute la bonne foi supposée des parrains. Je dis tout simplement, je parle du système qui a été mis en place. En disant que ce système ne tient pas en compte des réalités. Et la deuxième réalité dont ça ne tient pas compte, c'est que vous m'obligez à aller chercher le parrainage chez quelqu'un avec qui je ne suis pas en association. Je ne suis pas en association avec lui. Le gars peut vous dire, écoutez, le LUP vous dit, non, moi je suis de l'UP, pourquoi vous voulez que je vous donne un parrainage? Pour que je vous donne un parrainage, inscrivez-vous à l'UP. Alors que la loi 1901 dit qu'on est libre d'adhérer à l'association qu'on veut. On n'est pas obligé d'y aller. Donc vous m'obligez à m'associer à quelqu'un dont je ne partage pas peut-être mais ce n'est pas le parrain qui va mais le parrain vous donner. Parrain, il n'est pas obligé non plus de voter pour vous si c'est que vous étiez candidat. C'est juste un quitus qui non, vous ce donne n'est pas juste un quitus. Et c'est ce qu'on a amené devant la Cour constitutionnelle. C'est pour dire à la Cour constitutionnelle que la liberté d'association, c'est une liberté universelle. Donc vous estimez que ce parrainage empêche cette liberté d'association? Absolument, elle empêche la liberté d'association, puisque je suis de l'UP, j'ai le président de l'UP, j'ai mon règlement intérieur qui dit que je dois respecter un certain nombre de règles. Et le constituant dit, tu dois donner le parrainage. Mais le constituant, il dit ce qu'il veut. Là, il a dit que il y a souvent ce qu'on appelle les conditions générales et les conditions particulières. Les conditions particulières de mon parti m'empêchent de déroger aux règles de mon parti. Et c'est ce que le président de l'Assemblée nationale, Blavonu, dit. Il a dit, avant que l'on n'aille peut-être un peu à contre-courant, Blavonu, il a dit, on ne donnera les parrainages qu'aux gens de nos partis, qu'aux candidats de nos partis. Et en le disant, il n'a pas tort, puisque c'est la loi d'association qui dit ça. Et c'est cela que nous avons demandé au juge constitutionnel d'aller regarder. Et c'est pour cela que j'ai dit que sur le plan technique, ils n'ont pas regardé ce que nous avons dit. Mais je dis tout simplement que sur le plan peut-être globalement matériel, ils n'auraient pas pu aller plus loin, puisqu'il y a la décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui vient maintenant les empêcher d'aller plus loin. La troisième raison peut-être pour laquelle ils n'auraient pas pu aller plus loin, j'en ai tantôt parlé, c'est la raison politique. Nous savons très bien que notre Cour constitutionnelle, avec tout le respect que je dois aux sages qui sont là, est une constitutionnelle qui n'est même pas à géométrie variable. Non, c'est une Cour constitutionnelle qui répond au doigt et à l'œil au gouvernement. Cela veut dire que cette Cour constitutionnelle, qui est garante de nos lois, qui est garante de nos libertés, qui est garante de notre Constitution, ne peut pas dire autre chose que ce que le maître lui dit. Et c'est peut-être pour cela, parce que j'estime que pour dire « je ne suis pas compétent », on n'a pas besoin d'attendre plus d'1 mois et demi. Ah, mais c'est un recours, ça a peut-être un délai. C'est 1 mois normalement. C'est 1 mois. Il faut bien instruire le dossier, entendre les différentes parties avant de pouvoir rendre la décision. Vous savez, c'est eux qui ont voulu théâtraliser. C'est eux qui ont voulu théâtraliser. C'est peut-être votre lecture. La gestion. Ne demandez pas à la Cour de rendre une décision juste parce que vous avez introduit... J'ai lu une réponse du professeur Olo à un citoyen béninois par rapport à la Constitution. Aujourd'hui, c'était par rapport à autre chose qui lui répondait et qui disait que la Cour a 30 jours pour répondre. C'est-à-dire qu'entre le moment où elle a le dossier et le moment de la délibération, c'est 30 jours. Pourquoi on ne respecte pas les 30 jours? Moi, je n'ai pas demandé à la Cour constitutionnelle
de faire un théâtre avec un podium et qui est des spectateurs et tout le reste. La Cour constitutionnelle a toujours rendu cette décision ainsi. Les audiences, apparemment, vous n'avez jamais suivi l'audience à la Cour constitutionnelle, M. Kokode. Elle a sa procédure, elle a sa manière de fonctionner. Absolument, mais vous convenez avec moi que ce n'était pas exactement la même chose. Avant, on appelait, tout simplement, que ce n'était pas si public que ça, qu'elle est aujourd'hui. Ce n'était pas si public qu'elle est aujourd'hui. L'équipe en place a décidé de rendre public ces... Absolument, moi je ne dis pas non, mais que cela ne ralentisse pas leur travail. Parce que lorsque nous posons... Je vous donne un exemple sur la fonctionnalité de cette cour. Est-ce que vous savez que la décision qui a été rendue hier, enfin le 7, nous n'avons pas reçu de convocation. Nous n'avons pas reçu de convocation. Il y a 2 semaines, quand on y était, avant les fêtes, on n'a pas reçu de convocation non plus. Ils vous diront qu'ils vous ont appelé, que vous n'avez pas répondu. Lorsque vous leur demandez, mais pourquoi vous ne pouvez pas envoyer d'email, je le dis, ils vous disent, on n'a pas de quoi envoyer des emails. C'est quand même grave pour une institution, pour le greffe d'une institution comme celle-là, de dire, nous n'avons pas de quoi envoyer un email au citoyen béninois qui fait un recours. Mais là, M. Kokode, la Cour n'est pas là pour contrôler ce que vous êtes. Non, mais vous pouvez vérifier. Mais vous êtes là pour aller vérifier. Absolument. Vous êtes là pour aller vérifier. Et vous pouvez, comme je le dis souvent lorsque je passe sur les médias ont une capacité constructive énorme. Et ce qu'on ne fait pas assez chez nous ici. Les médias, lorsque on vient et qu'on dit des choses qui ressemblent à des allégations, c'est très facile à vérifier. Vous prenez votre micro, vous faites un appel à témoins, vous vérifiez ce qu'on dit, vous demandez, ou vous allez au greffe, c'est facile. Vous leur demandez, le greffe il est dirigé par M. Gilles Badé, vous allez leur demander les soucis qu'ils ont, les problèmes qu'ils ont, à rentrer en contact avec les citoyens qui déposent des recours. La Cour constitutionnelle est une grande institution. Et il faut qu'elle fonctionne comme une grande institution. Là, ce sont le fonctionnement de la maison, on en parle pas. Là, on parle du verdict de la Cour. Le recours, je reviens là-dessus pour vous dire donc en définitive que pour nous, c'est une bonne décision. La dernière raison pour laquelle c'est une bonne décision, c'est que cette Cour qui se juge incompétente nous envoie vers d'autres juridictions plus compétentes. Justement, voilà. Vous comptez, qu'est-ce que vous comptez faire après écoutez, nous avons commencé à réfléchir, nous avons commencé à réfléchir, ce serait mentir de dire que nous avons commencé à réfléchir, puisque la décision, nous savions que nos recours seraient déboutés. À partir du moment où nous savions que nous serions déboutés de nos recours, nous nous sommes préparés à agir. Cette Cour nous a fait, c'est vrai, ils sont dans leur rôle, perdre un peu de temps, mais nous ne sommes pas découragés. Vous savez, les élections présidentielles, c'est le 11 avril. Et d'ici le 11 avril, il peut se passer énormément de choses. Donc, moi, j'ai découvert dans la presse hier qu'il y avait aussi le recours par rapport, je pense au vide, au prolongement du mandat. Voilà, donc, vous voyez, c'est de beaux recours. Et quand on recoupe tout ça, on voit que cette démocratie, en réalité, qu'on a voulu mettre sous éteignoir, cette démocratie qu'on a voulu rendre inactive, elle est active quand même. Comme je l'ai dit dans mes tournées dans le pays, je pense à Nati Tengou où j'étais, c'est qu'à un certain moment, nous étions tous crispés. Nous avions tous peur. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus personne n'a peur. Donc on retient que vous réfléchissez à vous orienter peut-être vers une autre juridiction. Non, on ne réfléchit pas. Pourquoi vers une autre juridiction? On n'en a peut-être pas fini avec la Cour constitutionnelle. Vous comptez retourner encore à la Cour constitutionnelle? Oui, on peut repartir avec d'autres sujets. Mais toujours dans les mêmes discussions. Par rapport à ce pourquoi vous avez été débouté. Non, on ne peut pas retourner. La posture prochaine, c'est d'aller vers d'autres juridictions. Ils nous ont dit qu'on pouvait aller vers des juridictions administratives. Il y en a dans le pays. Et il y en a en dehors du pays aussi. Voilà. Donc ça veut dire que, en définitive, ils nous permettent, et c'est pour ça que je dis, ce n'est pas ils n'ont pas fermé la porte. Ils nous disent, nous on n'est pas compétents, vous pouvez aller vers plus compétents. Et d'ailleurs, ils nous disent que c'est le fait du constituant. Même s'ils parlent de constituant dérivé, pour moi qui n'a fait que compléter une loi, mais le premier constituant,
qui a fait la Constitution de 1990, et qui est, pour moi, c'est le peuple. Et le peuple est souverain. Ça veut dire qu'en même temps, dans leurs décisions, ils disent au peuple béninois de prendre sa responsabilité. Je pense que le peuple béninois les a entendus. Nous, en tant que Cour constitutionnelle, on ne peut pas changer. Le constituant dérivé a pris une décision que nous ne pouvons pas contester. Voilà. Maintenant, vous, premier constituant, prenez vos responsabilités, puisque on ne va pas aller rechercher les constituants de 1990 et les mettre ensemble pour leur dire, bon, maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Non. Mais celui qui a délégué son pouvoir à ce constituant de 1990, il est toujours là. C'est le peuple béninois. Et le peuple béninois souverain. Et ce peuple béninois, je pense qu'il saura prendre ses responsabilités le moment venu. Donc là, tout de suite, vous allez vous armer peut-être vers ces autres juridictions administratives. C'est ce qu'on retient. Absolument, absolument. Je pense que nous, on va envoyer d'autres cours. Hein, à la Cour constitutionnelle, certainement. Il ne faut pas se cacher. Et sur d'autres problèmes, hein, qui ont toujours recours, qui sont toujours en relation avec ces élections qui arrivent. Et puis, par rapport à la décision qui vient d'être prise, nous allons nous orienter vers les cours administratives qui peuvent nous accueillir. Et voilà, et nous allons écouter ce qu'ils vont nous dire. Et si ces cours administratives aussi nous disent qu'elles sont incompétentes, il va bien falloir que quelqu'un prenne la décision. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui peut régler toute cette histoire. Okay. C'est le chef de l'État. Le chef de l'État béninois peut, avec son pouvoir dérogatoire, empêcher cette crise électorale qui est en train de poindre à l'horizon. Il peut le faire. Non, mais vous savez, il peut le faire. Il n'y a pas de crise, ce sont des tests qui ont été... Là, quand vous parlez de crise... Non, il y a une crise électorale qui est en train de poindre à l'horizon. Vous voyez, quand vous parcourez les réseaux sociaux, vous voyez que les Béninois ne sont pas contents. Vous voyez, il y a... C'est qui ces Béninois? Est-ce que vous avez sondé tous les Béninois? Non, je ne sonde pas. Qui sont ces Béninois que vous avez approchés? Je ne les sonde pas. Je ne les sonde pas comme le gouvernement ne sonde pas les Béninois en disant tous les Béninois sont contents lorsque le chef de l'État fait le tour du pays en faisant la reddition des comptes. Tous les Béninois ne sont pas contents. Non, moi, la reddition des comptes telle qu'elle est faite... Et tous les Béninois ne sont pas mécontents non plus. Non, mais c'est pour ça que lorsque vous me demandez des preuves, je ne peux pas vous en donner. Vous savez, on ne peut pas donner des preuves dans tout. On ne peut pas donner des preuves dans tout, mais il est certain que tout le monde n'est pas content, qu'il y en a plein qui ne sont pas contents, et qu'il suffit qu'il y en ait 1 ou 2% qui ne soient pas contents pour qu'il puisse y avoir dans ce pays une crise préélectorale. Et une crise électorale. Je pense qu'on est en plein dans la crise préélectorale, puisque j'assiste à des réunions, les partis d'opposition qui sont là, qu'ils soient, soient normalement enregistrés ou pas, les leaders de l'opposition, on entend quand même si les médias ne leur ouvrent pas la porte comme vous le faites aujourd'hui, je vous remercie d'ailleurs. Vous savez, je suis tout honoré de venir à ETV. Toujours un travail non, c'est pas vrai. Non, vous me permettrez de vous contester. Les médias béninois ne peuvent pas faire un travail d'équité. Et cela fait partie des choses que nous allons bannir, j'espère, quand nous allons prendre ce pouvoir-là. Les médias béninois ont besoin d'être libres. Les médias béninois ont besoin de parler de façon libre. On n'a pas besoin d'envoyer un jeune journaliste en prison, d'accord, pendant des mois, parce qu'il aurait contesté ou il aurait rapporté quelque chose qui a été dit par un juge dans ses fonctions d'enseignant. Dans ses fonctions d'enseignant. Et même si je parle de médias. Je dis tout simplement que il faut que les médias, il faut que vous, et c'est de vous dont je parle là, que vous puissiez être libre d'accueillir qui vous voulez. C'est-à-dire que, comme vous le faites ici, je pense qu'il faut beaucoup de courage pour ETélé, pour accueillir un monsieur comme moi ici. Mais j'aimerais que l'ORTB puisse m'accueillir, vous savez. J'aimerais que, j'en sais rien, comment ça s'appelle, Eden TV puisse m'accueillir pour parler politique comme je le fais ici. J'aimerais que tous les opposants puissent aller où ils veulent pour parler, pour discuter, pour que le peuple béninois puisse nous entendre et n'entende pas qu'une seule voix, c'est-à-dire qu'ils n'entendent pas que la voix du maître.
c'est très important. Et c'était une parenthèse voilà. qui était pour moi. Revenons à notre importante. sujet, Monsieur Kokoadé, Oui. puisqu'on parle d'un sujet très précis, il s'agit de votre recours, etc. Là, tout de suite, moi, j'ai bien envie de vous demander, voilà la décision de la Cour, certes, vous voulez vous orienter vers d'autres juridictions, mais là, tout de suite, c'est que le parrainage sera appliqué. Donc, au finish, vous restez dans la dynamique plus ou moins de cette frange de l'opposition qui attend que cela soit sauté ou bien ils n'iront pas aux élections. Ah non, j'ai jamais dit ça. Déjà, je mets au défi qui, à part le président Patrice Talon, peut dire si le parrainage sera appliqué ou pas. C'est une loi qui a été votée, un texte qui est adopté. Donc, du coup, vous n'êtes pas sans savoir que lors des élections communales récemment, il y avait bien une loi qui a été votée. Et lorsqu'on a élu les conseillers et qu'il s'est agi d'élire les maires. C'était pas avant les élections, c'est bien après. Mais c'est pendant les élections qu'ils ont pris cette disposition qu'ils ont appelée interprétative. Non, c'était pas pendant les élections, c'est bien après. Ah non, c'est en plein processus. C'est quand le problème d'élection des maires, des chefs de... Donc on dit la même chose, c'est en plein processus électoral. Le processus électoral... dont vous parlez, c'est quand il s'est agi de choisir, de désigner les maires. Absolument, mais on est toujours dans le processus électoral, puisqu'il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est la population qui élit ses conseillers. Et la deuxième étape, ce sont les conseillers qui élisent les maires. Quand il s'est agi que les conseillers élisent les maires et que les présidents des partis se sont rendus compte qu'ils commençaient à gronder une rébellion et que des gens compétents voulaient se faire élire et que ces gens compétents-là allaient peut-être contre leurs intérêts, ils ont pris une loi complétive et interprétative, d'accord, pour dire non, c'est le président du parti qui va désigner le maire. Ça s'est fait en plein processus électoral. Et entre parenthèses, cela m'amène à revenir à la loi 1990 qui dit que lorsque vous êtes dans une association, les partis politiques étant des associations, loi 1901, le président de l'association, il a tout pouvoir, quel que soit ce que la loi dit. Donc, si on rapporte cela à l'élection présidentielle, je mets au défi qui peut me dire que dans quelques jours, il n'y aura pas une nouvelle loi pour compléter, pour avancer. Là, c'est votre opinion. Non, c'est peut-être ce qu'il faut. Pour une fois, c'est peut-être ce qui va permettre, avant les élections, d'apaiser le pays. Parce que si on dit que tout le peuple est apaisé et que nous avançons sereinement vers les élections, je pense qu'on se voile les yeux. Je pense qu'on marche avec des œillères. Et qu'il est important. On demande aux candidats, le texte demande aux candidats d'aller négocier. Apparemment, c'est tellement difficile pour l'opposition d'aller négocier. C'est l'impression que ça donne quand vous insistez tout le temps sur ce parrainage. Non, ce n'est pas une question de difficulté. C'est une question de logique gouvernementale. C'est une question de logique de la loi. C'est-à-dire que la loi, telle qu'elle est faite, elle est mal ficelée. Pourquoi ne pas vous conformer à tout cela, aller chercher les parrainages, vous faire élire, aller à l'Assemblée, vous aussi peut-être par exemple, et aller modifier ce qui est là-bas? Je vais vous donner un exemple. C'est aussi une possibilité. Je vous donne un exemple. Alors, l'Assemblée nationale se lève et se dit, bon, allez, dans ce pays, il y a moins de garçons que de femmes. Ce qu'on va faire, on va commencer par... à partir du 1er février, tuer toutes les filles qui vont naître. Et puis ils se font sortir cette loi. C'est la loi. Il faut la respecter parce que c'est la loi. Parce que cette loi, elle est validée par la Cour constitutionnelle. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous disons tout simplement... Il n'y aura pas de loi dans ce sens. Non, mais non, ne me dites pas ça. Vous caricaturez la chose, elle n'est pas réaliste. Hein, je caricature quand vous dites tout simplement que lorsque l'on met des sournoiseries dans la loi, en vous disant respecter, et que vous avez la possibilité de contester. La Constitution, même manipulée, même violée, nous donne la possibilité de contester. Nous contestons. Monsieur Kokoadé, est-ce que vous avez entendu un potentiel ou candidat, en tout cas quelqu'un qui a ses intentions, à aller vers un député ou un maire qui lui a dit non? Est-ce qu'ils ont d'abord essayé? Mais écoutez, pour l'instant, le processus électoral tel que le calendrier est fait, il commence le 1er février. Oui, on attend les dossiers pour février. Attendons pour voir. Vous
Vous savez, attendons pour voir. C'est ça qui et est je serais très content au niveau de l'opposition. On n'essaie pas la chose, mais on l'attache de tous les noms. Non, je ne dis pas que l'opposition ne va pas essayer. Mais je vous dis, vous savez, lorsque vous marchez, vous ne vous déplacez pas à pieds joints. Il y a un travail de déblayage à essayer de faire. Faire sauter cette loi qui est une loi inique. C'est une loi inique. Il faut essayer par tous les moyens légaux de la faire sauter. Vous-même, vous avez reconnu que ce n'est pas une invention du Bénin. Et aujourd'hui, non, dans aucun pays du monde, le parrainage n'est politique comme celui-là. Dans aucun pays du monde. Le parrainage n'est politique comme celui-là. Et dans aucun pays du monde, l'Assemblée nationale, même en Corée aujourd'hui, l'Assemblée n'appartient pas au chef. Même en Chine, aujourd'hui, l'Assemblée n'appartient pas au chef de l'État. Le Bénin a une petite histoire, une histoire de 30 ans de démocratie. Et cette histoire de 30 ans de démocratie, il faut la sauvegarder. C'est très important. Et c'est pour ça que nous, on lutte d'abord. Donc, on essaie de voir. Et nous espérons que tous les détenteurs du pouvoir, aussi bien législatif, aussi bien juridique que politique, nous entendrons avant la date fatidique du 1er février. Elle est encore là. Vous savez, j'ai initié en juin 2019, avec un certain nombre d'amis, un groupe qu'on appelait la Coalition pour le retour de l'ordre démocratique et républicain, le CODER. Nous avons adressé une lettre au président de la République et nous lui avons demandé des assises nationales. Ces assises nationales pour pouvoir régler ce problème en amont. Nous avons demandé ces assises pour maximum 31 août, pour rester dans les délais légaux, 6 mois avant les élections. Le président de la République ne nous a pas répondu. Nous avons adressé ces recours, toujours pour faire avancer le débat démocratique. On nous a répondu négativement. Nous allons continuer par faire ce qui est de notre devoir. Essayer de faire avancer le débat démocratique dans ce pays qui est de tradition démocratique. Si nous n'y arrivons pas et que la loi s'impose à nous avec dureté, nous irons tester la bonne foi des élus. Nous irons tester la bonne foi des élus. Et en ce moment, je reviendrai ici vous dire comment ils ont réagi. Ben on attend. Essayez toujours. Nous irons pas dans votre tester la bonne foi des élus. Et nous reviendrons ici vous dire si ces élus-là sont des chasses gardées, sont des chiens en laisse ou s'ils sont complètement libres de leur mouvement. C'est cela dont il est question. C'est ce que justement le peuple bénin attend de vous, M. Kokodé, de ne pas rester dans votre coin à ruminer votre Mais nous ne ruminons pas. Encore ne rumine pas. Encore ne rumine pas. Encore participe à la vivacité, à la vie démocratique de ce pays. Et vous parcourez. Nous ne parlons pas beaucoup parce que nous n'avons pas la force, nous n'avons pas les moyens de ceux qui parlent, qui arrivent à passer voilà, partout. Non. Mais nous sommes sur le terrain, nous travaillons. Et nos représentants qui sont dans toutes les villes, qui sont dans tous les départements, travaillent. Et nous travaillons à ce que cette démocratie soit vivace et à ce que cette démocratie ne soit pas enterrée. Nous ne sommes pas dans un coin en train de ruminer. J'ai fait plus d'une fois des voyages à l'intérieur du pays, que ce soit Nati Tengu, Tchaourou, Savet. J'ai été accueilli en plein Savet. À Tchaourou, j'étais en plein centre. Je n'ai pas fait de meeting en dehors de la ville. Vous voyez? Voilà. Donc, j'ai été dans l'Ouémé. Voilà. Donc, nous continuons à travailler. Et nous espérons que le 11 avril, le peuple béninois ira aux élections comme cela s'est toujours fait. C'est-à-dire que dans la joie, d'accord, dans la paix et dans la dignité. Ça, c'est notre espoir pour nous, en tout cas, à encore aujourd'hui. Et c'est à ça que nous travaillons. Et vous nous permettez justement de parler ou d'entrer de plein pied avec la présidentielle qui se pointe à l'horizon, mais bien avant. Vous avez certainement, M. Kokodé, suivi le discours sur l'état de la nation du chef de l'État, le chef de l'État qui a fait le bilan et qui a fait le point des efforts fournis et les ambitions, par exemple, dans le secteur de l'éducation. Vous estimez avoir de meilleures idées par rapport à ou dans ce secteur? Alors, le domaine de l'éducation, déjà le discours dont vous parlez, bon,
j'ai pas qualité peut-être à le commenter. Voilà. Mais ce qu'on remarque dans ce discours globalement, c'est qu'un chef de l'État qui, en pleine tournée électorale, enfin, on va parler de la reddition des comptes. Je vais vous rectifier justement. On va parler de la reddition des comptes. C'est une reddition des comptes, voilà, on n'invente pas. La reddition des comptes. Et qui trouve que rien ne va, que voilà, les Béninois, enfin, même durant 4 ans et demi, ils trouvent que voilà, on ne fout rien, voilà, et qui subitement dit que tout va bien. Tout va bien dans le pays. Non, le chef de l'État n'a pas dit ça, il faut concorder. Si, c'est-à-dire que ne nous contentons pas du chômage, monsieur, ne nous contentons pas, ce n'est pas pour nous contenter du peu, mais tout va bien. Globalement, c'est ça. Je ne me souviens pas mot à mot de son discours. Ce serait l'idéal, puisque là, on parle voilà. D'un propos du chef de l'État. Il ne faudrait pas dire ce qu'il n'a pas dit. Mais il dit quand même que ce n'est pas pour se contenter du peu qui a été fait. D'accord? Mais globalement, que voilà. Il reconnaît que dans le domaine de l'éducation et de la santé, il y a des ajustements à faire. Et dans le domaine de l'éducation avait certainement des problèmes dans ce pays. Mais lorsque vous arrivez au pouvoir et que vous n'avez pas de projet, quand vous n'avez pas de projet pour un secteur, prenez le temps d'étudier ce qu'il y a comme situation, au lieu de les détruire du jour au lendemain et de mettre aussi bien les apprenants que leurs enseignants dans des difficultés immondes. Je ne dis pas, je ne suis pas là, je ne suis pas là pour applaudir ce qui s'est fait globalement 25 ans avant l'arrivée du président Patrice Talon. Et moi je dis globalement que depuis 30 ans aujourd'hui, c'est toujours les mêmes choses qui se répètent. Vous arrivez et pour marquer votre territoire, vous pensez qu'il faut tout casser et tout recommencer à zéro. Est-ce que dans le domaine de l'éducation, on avait vraiment besoin de virer tous les enseignants et de mettre en place ce système d'apprenants on n'a pas viré tous les apprenants, apparemment. Non, ce système, comment vous appelez ça, les aspirants. D'aspirants, un système, j'allais dire de façon très très grossière, à 2 balles, pour qu'aujourd'hui, d'accord, en tout cas jusqu'au 31 décembre passé, qu'on se retrouve avec des classes à 3 mois de la rentrée qui n'avaient pas d'enseignants. Même si le système n'était pas bon, est-ce qu'on avait besoin de le changer lorsqu'on n'a rien de meilleur à proposer? C'est de ça, en définitive, dont il s'agit. Ma question était de vous entendre sur vos propositions à vous. Donc, monsieur. oui. Certes, vous partez sur ce qui ne va peut-être pas selon vous, mais là, venons-en. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre l'éducation de façon globale. Je ne parle pas d'enseignement. Il faut remettre l'éducation au centre du développement. Vous savez, et nous avons une population qui est encore à près de 50% analphabète. Et on ne va pas avec un bâton magique leur enseigner le français. Ça, c'est des réalités. Aujourd'hui, nous entendons la proposition selon laquelle il faut professionnaliser 70% des écoles. Bon, je dis toujours, j'attends de savoir pourquoi 70%. Nous sommes tous d'accord qu'au Bénin actuellement, il faut professionnaliser. Mais avant cela, il faut éduquer les gens. Il faut les éduquer de la base. Il faut permettre aux filles d'aller convenablement à l'école. Il faut permettre aux femmes qui sont dans les marchés de pouvoir convenablement compter, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir défendre leur gagne-pain. C'est-à-dire que de façon globale, aujourd'hui, nous avons besoin d'enseignants et nous avons besoin de tuteurs, des gens qui puissent accompagner les personnes adultes qui ne peuvent plus apprendre le français, mais pour leur éducation. Nous avons besoin aussi, j'allais dire, de tuteurs, en tout cas, de conseillers, pour, dans nos villes et villages, permettre de dire, laissez les filles aller à l'école. Nous avons besoin de mettre des conditions dans nos écoles pour que les filles puissent aller convenablement. Vous savez, il y a des villages au Bénin où, quand une fille assez monstrueuse, elle ne va pas à l'école. D'une part parce qu'on va l'injurer,
et d'autre part parce qu'elle n'a aucune possibilité pendant la journée de s'occuper de son hygiène. Lorsque vous n'avez pas mis en place des conditions matérielles pour... Ça, c'est le gouvernement qui va mettre, c'est très simple. Aux filles de gérer leur menstrues. Absolument, absolument. Vous savez, madame, c'est quoi l'idée? Lorsque vous allez dans des toilettes et que vous avez la possibilité de gérer vos produits d'hygiène, vous avez envie d'aller travailler. Il n'y a pas de toilettes dans les écoles, c'est ce que vous semblez dire? Déjà, il n'y a pas de toilettes dans les écoles. Vous pouvez aller dans les villages, les villages pour voir. Il n'y a pas de toilettes, il y a des latrines. Généraliser, il y a des toilettes dans les écoles. Mais non, vous savez, j'ai une association. Qu'il y a rien. Non, j'ai pas dit qu'il n'y a rien. Vous savez, je gère une association qui s'appelle les Tresseurs de Côte, que j'ai créée et gérée pendant des années. Et avec cette association, nous faisons des camps citoyens. L'objectif, c'est la citoyenneté et l'éco-citoyenneté. C'est-à-dire apprendre aux gens à être de bons citoyens sur le plan global et leur apprendre à être des éco-citoyens. Et nos camps se déroulent en général dans des écoles. Nous avons un cahier de charge. Et je vous assure que j'ai parcouru dans le Bénin des écoles pour trouver un certain nombre de conditions. Et vous qui aimez bien les preuves, je peux vous en donner. Pour trouver un certain nombre de conditions pour accueillir des enfants décemment. Et je vous assure, mais c'est pour ça que je ne jette pas la pierre à Patrice Talon. Là, ce n'est pas le fait de Patrice Talon. C'est le fait de la tradition béninoise, de ne pas tenir compte de la gente féminine dans ce qu'elle fait. Il y a des choses à corriger lorsqu'on veut que l'école aille bien. La deuxième chose, c'est que lorsque vous voulez que l'école aille bien, confiez la réflexion à des enseignants. À des enseignants qui sont là sur le terrain. Ne télécommandez pas, forcément. N'allez pas chercher forcément. Et on n'a pas besoin d'être universitaire en réalité pour penser l'enseignement au Bénin. Moi, je suis un forum, même si tout le monde n'aime pas celui qui a créé ce forum qui s'appelle Question d'éducation, où j'ai découvert que dans ce pays, il y a des gens qui peuvent penser l'école. Là, j'ai eu à animer un débat sur le CNE, une nouvelle version, et je disais en ce moment, quand on voulait créer le CNE, une nouvelle version, que ce sera juste un appendice du gouvernement et qu'ils ne pourront prendre aucune décision. On a besoin dans ce pays que les enseignants, les éducateurs prennent la décision. Vous savez, je vous dis aujourd'hui, moi je pose clairement des questions. Ça sert à quoi le CEPE en réalité dans notre système éducatif? Ça sert à quoi? Ça apporte quoi à l'élève de faire le CEPE? C'est des questions qu'on peut se poser. Je n'ai pas la réponse. Ça sert à quoi le BEPC dans notre système d'éducation? Ça apporte quoi comme plus-value à un enfant aujourd'hui? Moi, je suis médecin. Et j'ai fait, je ne sais pas combien d'années, combien de diplômes après mon doctorat. Mais je ne sais pas à quoi ça me sert. Mon parcours éducatif me sert à quelque chose, mais je ne sais pas à quoi me sert. Je ne sais même pas où se trouve le parchemin que j'ai eu pour le CEFEB et le BEPC. C'est des réflexions profondes qu'il faut avoir. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire des diplômes qui n'apportent rien à l'élève? Qu'est-ce que ça sert à quelqu'un qui veut faire... Est-ce que vous ne rejoignez pas aussi un peu la dynamique que prône le gouvernement en place en pensant... Mais vous savez, je viens de vous dire que j'ai créé une association qui s'appelle les Tresseurs de Cordes. Et pour qui a lu les Tresseurs de Cordes de Jean Pliat, c'est que la nouvelle corde se tresse au cours de l'ancienne. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut arriver et rentrer dans la ville de Cotonou, comme Zoro, et tout casser d'emblée parce que tout ce qui n'est pas bon. Non, je suis de ceux qui sont dans la construction de l'État. Et la construction, la réflexion pour la construction de l'État, ça se fait ensemble. Ça ne se fait pas en disant que tout ce qui a été n'est pas bon. Nous avons une réflexion qui est là depuis des années, Bénin à la FIA 2025. Mais à elle seule, juste en mettant en place un projet. Là, vous n'êtes que sur des réflexions et vous n'avez pas encore de toute façon, vous savez, non, si, je vous fais des propositions. Là, vous n'avez parlé que de réflexion. Lorsque je vous dis, je ne sais pas à quoi ça sert le BPC. Oui. Si, c'est une proposition. La proposition, elle est d'enlever le BPC. Non, mais je ne vais pas l'enlever parce que nous n'allons pas diriger ce pays
comme des dictateurs. C'est des propositions. Donc il faut que ceux qui travaillent, ceux qui éduquent les enfants, ceux qui enseignent, se mettent, nous disent à quoi ça sert telle chose, pour qu'on puisse avancer. Qu'ils nous disent si c'est vraiment nécessaire d'aller vers 70% de professionnalisation. Si on peut rattraper ça, on va voir. Parce que moi, je pense que ce n'est pas possible d'aller vers 70%. Je pense que c'est une promesse enfin, excusez-moi, de man of the people, de démagogue. C'est-à-dire que 70% de professionnalisation, pourquoi? Pourquoi? Il y a combien de banques au Bénin? Combien de métiers de banque? Il y a combien de forgerons spécialisés au Bénin? C'est des réalités. Il y a combien de menuisiers spécialisés au Bénin? Il aurait peut-être fallu, pendant les 4 dernières années, regrouper des corps de métiers, mettre en place une professionnalisation d'un certain nombre de métiers avant de venir à la professionnalisation de la formation. C'est des réflexions qu'il faut avoir de façon claire. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'enfant béninois a besoin d'être éduqué pour aller sur le terrain, c'est vrai, pour gagner son pain, c'est vrai. L'enfant béninois a besoin d'être éduqué aussi pour servir les pays d'alentour. Nous sommes quand même un pays qui a pied dans la mer et dans un système de plus de 300 millions d'habitants globalement autour de nous. Nous avons le Grand Nigeria, nous avons des services à offrir au Nigeria. Moi, j'ai des amis ici, au Bénin, qui font de l'interprétariat vers le Nigeria, vers l'Inde et tout ça. C'est peut-être des métiers à développer, c'est vrai. C'est des choses à développer en fonction de ceux qui sont déjà sur le terrain. Quand vous voyez, monsieur, enfin, je ne vais pas citer son nom pour ne pas lui faire de publicité, vous voyez des écoles qui forment des ingénieurs de haut niveau et qui fabriquent des ordinateurs, qui sont des écoles béninoises, mais qui sont délocalisées dans des pays comme Abidjan. Il faut peut-être les faire revenir pour que les Béninois puissent profiter de ça. C'est de ça dont il s'agit. On ne peut pas créer le développement sans l'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas que l'enseignement. Et l'éducation, ce n'est pas que les enfants. Donc, globalement, c'est ce que je peux vous dire. Par rapport à cela, il y a des réflexions profondes qui doivent être faites. Vous pouvez toujours orienter ces réflexions, ou proposer ces réflexions. Mais écoutez, ce sera dans quelques jours, je pense de toute façon, où nous allons certainement commencer par développer un certain nombre de réflexions. Mais vous me permettrez d'attendre que la reddition des comptes soit terminée avant qu'on ne puisse rentrer dans un certain nombre de détails. Vous voyez, parce que on dit toujours que les idées appartiennent à ceux qui les mettent en pratique. Vous avez beau avoir des bonnes idées, si vous ne les mettez pas en pratique, elles ne vous appartiennent pas. Donc vous avez beau crier, on m'a volé mes idées, ce n'est pas vos idées, puisque vous ne les avez pas mises en pratique. Le temps viendra bientôt, je pense, dans quelques jours. Mais vous êtes béninois, vous ne pouvez pas... Ah non, ça ne s'est jamais passé comme ça dans aucun pays du monde. Ça ne s'est jamais passé comme ça dans aucun pays du monde. Nous sommes à quelques mois des élections. Le patriotisme, mais absolument, c'est le patriotisme qui nous oblige à défendre nos idées. D'accord? Et à les garder que pour vous, à défendre nos idées. Estimer que vous pouvez faire mais mieux. écoutez, j'en ai quand même beaucoup fait là. Je viens de dire que je pense que le CEP et le BEP, ce sont des examens complètement inutiles dans notre système éducatif. Moi, je le pense et j'en suis convaincu. Il y a un travail à faire à ce niveau. D'accord. Je ne vais pas le faire, moi. Il faut que les spécialistes me disent « Non, monsieur Kokodé, vous avez raison. Non, monsieur Kokodé, vous êtes complètement dans le décor. » Et on fait la synthèse, on voit. Mais moi, j'en suis persuadé. Je suis persuadé que c'est là. Faire perdre du temps aux enfants, cela nous fait perdre de l'argent. Cela apporte certes des perdièmes aux correcteurs. C'est tout. Non. Éduquer les enfants, les évaluer au fur et à mesure. Voilà. En dehors du secteur de l'éducation, il y a la santé qui vous tient aussi en cœur, vu que vous êtes aussi du domaine. Oui, j'allais dire malheureusement. Oui, je suis médecin. C'est un malheur d'être... Oui, je dis je suis médecin et... Professionnel de la santé. Je ne sais pas si je peux être objectif, hein, parce que là, j'interviens ici en tant qu'acteur politique. Et je ne sais pas si je peux être objectif. Et la médecine a quelque chose de très important, que nous avons un ordre. Et quel que soit ce que vous faites, vous êtes régi par l'ordre des médecins. Et au Bénin, vous êtes dans l'obligation d'être inscrit à l'ordre des médecins pour pouvoir exercer. Donc, et dans tous les pays du monde, les linges sales se lavent en famille. Mais sur le plan de la santé, il y a quand même beaucoup à faire. Il y a énormément à faire. Je pense que le gouvernement de M. Patrice Talon a voulu bien faire. Je pense réellement qu'ils ont voulu bien faire. Ils ont mis en place une commission qui a réfléchi,
avec la participation de beaucoup de médecins. Mais le premier péché, je pense, de cette commission, le premier péché, c'est que cette commission, avec tout le respect que j'ai pour la personne qui l'a dirigée, que c'est quelqu'un qui est un professeur que j'apprécie énormément pour ses qualités professionnelles et intellectuelles. Je pense que le premier péché a été de confier cette commission à quelqu'un qui n'a pas fait du développement médical. Le deuxième, c'est que les trois têtes de pont de cette commission étaient tous des anesthésistes. Ce qui fausse déjà la réflexion. Et la deuxième grosse erreur, je pense, c'est d'être allé chercher l'assistant des hôpitaux, l'assistant public des hôpitaux de Paris, la section internationale, comme partenaire technique. C'est normal. Vous savez, lorsque vous partez du principe que dans votre pays est globalement un désert de compétences ou qu'il n'y a que des incompétents, vous êtes obligé d'aller chercher les partenaires techniques ailleurs. Alors que le Bénin, et ça, il faut en être fier, à Ouida, il y a quand même la plus grande école de santé publique de la sous-région. C'est-à-dire que des gens qui peuvent penser le développement de ce pays si on le leur confie. Et que, je pense que jusque-là, pendant 30 ans, personne ne leur demande, en réalité, qu'est-ce qu'on peut faire pour la santé dans ce pays. Voilà. Ce qui fait que cette commission, en réalité, elle a pondu des choses qui, voilà. Moi, j'ai énormément travaillé en France, et là où j'appréciais travailler en France, c'est dans les déserts médicaux, les endroits où il n'y a pas beaucoup de médecins. Et ces déserts médicaux s'apparentent un peu à ce qui se passe chez nous ici. Et les gars de la PHP, rassurez-vous, ils ne connaissent pas les déserts médicaux français. C'est-à-dire que même chez eux, ils ne connaissent pas les problèmes accrus de la santé avant de pouvoir venir gérer les problèmes de chez nous. Parce que lorsque vous arrivez dans un hôpital et que vous vous rendez compte que c'est que des médecins qui dirigent, c'est un système qui a été mis en place par la conférence de l'Alma-Ata. D'accord? Et dans les années 70, qui disait qu'il faut que les médecins soient formés à l'administration, qu'ils puissent être médecins généralistes, qu'ils puissent être chirurgiens pour faire des petites opérations, d'accord, pour pouvoir s'occuper des pathologies comme l'appendicite, la césarienne en urgence, faire une petite anesthésie et sauver la population alentour de là où ils vivent. Et c'est pour cela que dans les départements, dans les hôpitaux de zone, c'était des médecins. Qu'on veuille les remplacer, dire tout de suite pas des administrateurs. Des administrateurs qui n'ont jamais rien géré dans un milieu médical. C'est une bonne chose. Mais quand vous remplacez ces genres de médecins, qui sont des bibliothèques en définitive, ils sont gestionnaires, ils sont anesthésistes, ils sont en même temps, j'allais dire, logisticiens, mais ils font tout. Quand vous mettez juste un administrateur à sa place, mais tous les autres métiers qui manquent, il faut les mettre. Quand vous ne les mettez pas, vous faites le constat désastreux que le chef de l'État a fait lui-même et qui lui a permis de revenir sur cela. Voilà. Donc, et aujourd'hui, moi je reste persuadé, vu l'expérience que j'ai, que on peut permettre à chaque Béninois, dans un rayon de 30-40 km, d'avoir la possibilité d'accéder à la médecine de qualité. Je viens de citer la conférence d'Alma-Ata qui parle de soins de santé primaire, c'est-à-dire du basique. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons penser à la médecine de qualité. C'est pas ce qui se fait, monsieur Tokokode. Non, non, pas du tout. Vous la savez, médecine de qualité. Vous arrivez à Savet, à côté. Là. Il n'y a pas la qualité dans, dans les prestations, c'est ça? Savet, où vous avez une route internationale qui passe. S'il y a un carnage, un accident, où il y a 5 voitures, d'accord, avec on va essayer d'utiliser des blessés, des victimes importantes, l'hôpital de Savet n'est pas en capacité de les prendre en charge. Le radiologue à Savet, le week-end, il est chez lui, même les jours. D'accord. À Savet, il y a une autre infrastructure qui est en train d'être construite. Je vous parle de ce qui est actuellement. D'accord. Et je ne vous parle pas d'infrastructure. Ça peut vous dire aussi qu'il y a les idées dans le même sens. Non, pas du tout dans le même sens. Je ne vous parle pas d'infrastructure. Mais l'infrastructure sera dotée. L'hôpital sera doté. Ce sera un hôpital de référence. Vous savez, vous pouvez aller chercher le meilleur hôpital du monde
que vous implantez à Savette, ça ne va pas résoudre le problème. Le premier problème à résoudre, et j'en sais quelque chose, puisque là on parle d'hôpital de référence, j'ai toujours demandé aux gens, parlez d'hôpital de référence qu'on est en train de mettre à Calavi, venez nous demander l'histoire de l'hôpital de référence. L'hôpital de référence, ce n'est pas un projet de Patrice Talon, ce n'est pas un projet de Yaïboni, c'était bien avant eux. Nous avons travaillé sur ce projet-là. Ce projet, il n'était pas pour Calavi, ce projet, il était pour Semen. Nous savons ce qui a été mis dans ce projet afin de pouvoir atteindre cet objectif d'hôpital de référence. Et un hôpital de référence, et comme je le dis, enfin aujourd'hui il l'appelle hôpital de référence, non. J'ai toujours dit, aucun hôpital, par exemple, j'allais dire dans le littoral ou bien peut-être dans le Bénin pour l'instant, ne peut dépasser le CNHU pour ce qui est de la référence. Nous pouvons faire des hôpitaux compétents dans d'autres choses parce que il faut les ressources humaines derrière. Vous savez, les études de médecine, c'est 7 à 8 ans. La spécialité, c'est 4 ans en plus d'autres spécialités. Moi, je pense que j'ai fait plus de 10-15 ans de spécialité en plus. Cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Vous pouvez envoyer 100 personnes, 200 personnes se faire former assez rapidement à Cuba, machin chose, ou en France ou au Canada, pour les faire revenir. Ils ne pourront pas faire ce travail tout de go. Ce qu'il faut pour ce pays, c'est ce qui se fait dans tous les pays du monde. Lorsqu'on est un désert, il faut commencer par là. Je n'ai jamais compris pourquoi la médecine dite foraine a été interdite dans ce pays. Vous savez, il est quand même très facile d'avoir un scanner, 2, 3 scanners dans la Takora. Du moment où ils ne sont pas fixes, c'est facile d'avoir des services, de radio. Pas du domaine de la médecine, mais c'est un matériel assez sensible qu'il faudrait pas. Non, pas du tout, mais c'est ce qui se fait ailleurs. Non, c'est faux. C'est faux, c'est ce qui se fait ailleurs. D'accord? C'est le gars qui est à Tukuntuna. Est-ce que nous avons les moyens de transporter tout le matériel pour que il faut un camion, il faut un camion, il faut un bon générateur dans le camion et il faut des générateurs dans tous les endroits qui sont déjà présélectionnés pour que ce camion passe. Lundi, ce camion est à Bomé. Mardi, il est à j'en sais rien, il est à Zanyanado. Mercredi, il est à Dassa. Voilà. Bref, je donne des exemples comme ça. C'est ce qui se fait ailleurs lorsqu'on ne peut pas. Et ça permet aux gens, sur les examens qui sont des examens parfois chroniques, d'accord, de prévoir les examens. Et le peu de personnel que vous avez qui est déjà formé, ça vous permet de le mettre à disposition d'une grande zone. On peut le faire pour l'imagerie, on peut le faire pour le laboratoire. Cela ne nous empêche pas de faire des centres, de gros centres, qu'on commence à aménager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, et je pense que tous les Béninois ont le droit d'avoir des soins de qualité. Vous savez, quand ce gouvernement est arrivé, il a dit à tous les professionnels des hôpitaux qui travaillaient dans les centres privés qu'ils ne devraient plus y aller. Il ne devrait plus y aller, de faire un choix. De faire un choix. Oui. Donc, déjà, sur le plan, par rapport à notre législation, à notre déontologie, aux lois qui nous régissent, c'était de l'abus. On sait très bien que c'était de l'abus. Mais les médecins béninois, on les connaît, ils n'ont pas réagi, ce n'est pas bien grave. On a fermé des cliniques pour ça. Mais pendant qu'on fermait ces cliniques, est-ce que vous savez combien de morts, combien de morbidités il y a eu? Ce gouvernement a refusé les soins à domicile. Aujourd'hui, donc personne ne peut normalement plus aller à domicile. Écoutez, moi je suis médecin urgentiste et je suis médecin vasculaire. Est-ce que vous savez combien de porteurs d'AVC? L'AVC, vous savez, lorsque vous le faites et que vous n'en êtes pas mort sur le champ, s'il n'y a pas un bon entretien derrière, ce sont les morbidités, c'est-à-dire que les maladies qui viennent se greffer là-dessus qui vous tuent. Vous savez combien en sont morts? Tout simplement parce qu'on a pris des mauvaises décisions dans ce pays. On a pris des mauvaises décisions parce qu'on n'est pas allé demander aux enseignants. Il suffisait tout simplement de rassembler les gars, les chefs du CNHU 1, 2 ou 3 fois. On va prendre tous les médecins. Mais on est obligé. Tous. Non, il y a des responsables. Voilà ce qu'on vous reproche. Comment on peut faire pour avancer? Voilà les ultimatums que nous avons. Comment on fait pour avancer? On pouvait le faire. Au lieu de sanctionner les patients, c'est les patients qui ont été sanctionnés. En ce moment-là, une partie du peuple était tout à fait contente, puisqu'on leur a dit, bon, ils gagnent trop. Ils gagnent à l'hôpital, ils gagnent à l'hôpital. Non, pas ils gagnent trop. Au lieu de faire le travail dans le public, ils préfèrent référer dans leur clinique personnelle. Il n'y avait pas que ça. Moi, j'ai discuté avec un responsable de la commission qui, son seul argument, c'est l'argument financier. Non. Je dis que cette loi,
Elle a pensé à sanctionner les médecins, Elle a pensé, mais elle n'a pas pensé aux patients. Ah non, non, mais vous savez, sur ce point-là, vous ne pouvez pas me contredire là-dessus. C'est votre domaine. Je dis cette loi, elle n'a sanctionné. Nous aussi, nous sommes tous des patients, nous sommes 7 journalistes, nous sommes aussi patients, absolument, nous pouvons observer, monsieur. Non, mais je ne fais pas qu'observer. Je l'ai vécu, j'ai travaillé là-dessus. Pas plus tard qu'hier, j'étais encore chez une patiente qui a fait un AVC qui est à domicile, vous savez, qui ne peut pas bouger. Lorsque vous n'avez pas des moyens de transport adéquats, lorsque vous ne pouvez pas, que les gens sont sur des lits qui ne sont pas adaptés chez eux, lorsque vous n'avez pas un système de soins à domicile adéquat, vous n'empêchez pas les gens du jour au lendemain de le faire, même si l'idée derrière est bonne. L'idée derrière, c'est que il y avait des charlatans. Vous revenez non, mais je dis à l'essentiel. Non, l'essentiel, c'est qu'en tant que médecin, vous savez, une chose est de faire le diagnostic, madame, mais une chose est d'appliquer le bon traitement. Vous allez voir un médecin qui vous dit, vous avez une appendicite, d'accord, et qui ne vous envoie pas vers un chirurgien pour vous opérer, ou qui ne fait pas, fait pas référence à un chirurgien, et que vous allez chez vous, et que cette appendicite se transforme en péritonite. La péritonite, c'est quand ça pourrit dans le ventre. D'accord? Ce médecin, il a fait le diagnostic. Mais sa thérapie n'était pas bonne. Alors, j'ai dit, une chose est de faire un diagnostic, une chose est d'appliquer la bonne thérapie. Dans notre secteur, le secteur médical, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que c'est la gestion globale. Quand vous prenez une pathologie comme la Covid-19, je présume que depuis qu'on est dans cette pathologie, vous avez fait le tour du Bénin. Le premier traitement contre la Covid-19, mais c'est la prévention. Allez au marché d'Antokpa juste à côté, ils n'ont jamais... Moi, j'ai distribué toutes les semaines des masques. Mais vous savez, il arrivait des moments où on distribuait les masques, et dès que vous le donnez, vous tournez le dos, les populations enlèvent. Mais je vais faire un peu d'éducation, mais je ne le ferai pas à la place de l'État. Il a fallu avec toute la campagne de sensibilisation qui continue, c'est pas que ça absolument, mais vous savez, j'anime un forum de Covid-19 ici. Forum, absolument. Apparemment, tout se traite sur différents forums. J'anime un forum de Covid-19. Il y a quand même, nous avons la chance d'avoir quelques dirigeants de ce pays, enfin de la médecine de ce pays, avec qui nous travaillons. Donc, c'est-à-dire que le tout n'est pas de... La Covid-19 était quand même assez sensible pour rester en retrait. D'accord? Je dis tout simplement, je ne mets pas, je ne dédouane pas le citoyen béninois. C'est ce que vous semblez faire. Je ne dédouane pas, le citoyen béninois, mais lorsque vous faites croire au peuple béninois que vous avez la science infuse, que vous avez toute la solution, parce que quand vous voyez le plus grand des magistrats de ce pays intervenir dans une émission et mettre à défaut son ministre de la Santé pour lui dire que le traitement serait à mi-chemin entre la chimioprophylaxie et je ne sais même plus trop ce qu'il a dit, et que vous le mettez à défaut alors que c'est lui le professionnel, la population ne peut plus croire en ce qu'il dit. La population ne croit pas en ce qu'il dit. Alors que dans cette maladie de Covid-19 aujourd'hui, dans tous les pays, les populations ont eu des référents. Même si c'est partout qu'ils se sont... que ça a été un problème. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, vous voyez, même en France, où ils ont essayé de se battre, vous voyez, enfin, ils ont quand même essayé. Vous voyez que les discussions sont toujours là. Donc, je ne parle pas de l'aspect décisionnel, voilà. Je parle de l'aspect de la gestion globale de la maladie. Aujourd'hui, dans ce pays, il y a encore plein de patients de Covid-19. Donc vous avez on n'en parle plus. Suffisamment de propositions, je vais dire, dans mais j'espère bien, et j'ai entendu. Est-ce à dire que vous avez une certaine ambition, peut-être, pour le fauteuil présidentiel? Mais écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on va plus voiler la face. Je pense qu'il faut un certain nombre de conditions pour aller à ces élections, et nous sommes en train d'essayer de remplir ces conditions. Et le moment venu, nous allons peut-être faire la déclaration qu'il faut pour dire que nous allons aux élections, parce que nous pensons que cette jeunesse-là, nous pensons que ces femmes dont nous avons parlé, nous pensons que cette diaspora dont nous avons parlé aujourd'hui, ont besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Et quand nous regardons autour de nous, nous voyons pour l'instant personne de consensuel. Et nous ne pouvons pas laisser
j'allais dire aussi bien aux militants que ces gens-là, dans ce désarroi. Il y a un travail à faire. Et ce travail, il faut le faire. Est-ce que vous n'êtes pas déjà aussi un peu en retard? Parce que là, nous sommes à quelques mois. Hein. Février, il est tout proche. Là, mais naturellement, on est obligé d'être en retard. La seule personne qui a le droit dans ce pays aujourd'hui de faire une pré-campagne, c'est la personne qui fait la reddition des comptes. Elle est la seule à pouvoir faire une campagne parce qu'elle est la seule à savoir ce que contient la loi. Nous avons les tests, monsieur Gogoy, là, je n'arrive pas à vous suivre. Mais les tests sont là, on les lit tous, il suffit de les mettre en application. Non, on ne peut pas les mettre en application parce que vous ne pouvez pas aller en campagne moins de 2 semaines avant les élections. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez faire aucun affichage. Vous ne pouvez, dans ce Bénin aujourd'hui, regrouper personne sans être en porte-à-faux avec la loi. Là, aujourd'hui, vous ne pouvez regrouper personne. Partout où je suis passé, j'ai regroupé des gens dans des maisons. Justement, vous avez déjà regroupé dans des maisons. Et dans des maisons, je peux vous dire, alors, à Savet, on m'a refusé la salle que j'ai prise, la première salle que j'ai prise. J'ai dû aller ailleurs. À Niki. Quel motif? À Niki. Mais oui, mais pour quel motif? Pour quel motif? Vous savez, lorsque vous êtes en... Allez, on est sur E-Télé, ici, on va pas se fâcher. J'aimerais revenir ici, j'aimerais que vous me réinvitiez. Mais lorsque vous êtes dans un système allez, je vais être gentil, qui frise la dictature, il n'y a pas besoin de motif avant de vous empêcher de faire un meeting en pleine République. À Niki, on m'a refusé la première salle. La deuxième salle, à peine j'ai fini, que la personne qui m'a reçu a été convoquée à la police. Moi, je ne m'épends pas. Nous, encore, on ne s'épand pas sur les réseaux sociaux à dire on nous a empêchés, on nous a empêchés. Ça ne nous regarde pas. Non, le retard dont moi je parle, c'est pas les meetings, hein, monsieur. Non, mais il faut oui. Vous attendez la campagne pour faire vos différents meetings. Mais on n'a pas besoin. On doit partir convaincre le peuple avant. Vous savez, 15 jours, les 15 jours en définitive, c'est pour parfaire le travail que vous aviez fait sur le terrain. 15 jours de campagne, c'est pour terminer le travail que vous avez fait sur le terrain. Mais il y a une période qui s'appelle pré-campagne qu'on nous a enlevée. Pendant la pré-campagne, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que, aussi bien, j'allais dire, le code pénal que, comment vous l'appelez, le fameux code numérique qui est un code pénal bis, vous empêche de travailler. C'est ça la réalité. Donc, les gens, les citoyens ont peur de venir à vos meetings. Les amis, les citoyens sur le terrain ont peur de vous recevoir. Et c'est ça la réalité. Et là, vous me permettez, vous me donnez l'occasion de leur dire, mais n'ayez pas peur, il n'y a plus de crainte à avoir. Recevez-nous, permettez-nous de travailler parce qu'il faut que le Bénin puisse changer. C'est important que les citoyens nous reçoivent. C'est important que les grands électeurs, ces grands électeurs qui ne sont pas que les élus, ces grands électeurs qui sont aussi les hommes économiques, ces grands électeurs qui sont aussi les chefs religieux, ces grands électeurs qui sont aussi les chefs de village, c'est important qu'ils aient le courage de nous recevoir. Rien ne leur arrivera. Nous sommes toujours en démocratie et rien ne leur arrivera. Personne, en tout cas à partir de ce moment, ne pourra rien leur faire. Recevez-nous, permettez-nous de venir vers vous, permettez-nous de venir parler de nos projets à la population. Et vous a reçu pour vous écouter sur différents sujets, donc c'est que... Mais écoutez, je vous remercie du fond du cœur. Je reviens sur mon retard. Le retard dont moi je parle, c'est que nous sommes à, moi je préfère dire aujourd'hui 3 mois, et on ne vous connaît pas encore sur la scène politique. Dites pas ça. Êtes là. Bon, d'accord. Vous essayez de vous faire connaître alors, si vous préférez que je le dise ainsi. Non, mais on a comme l'impression aussi qu'il y a un peu du temps qui risque de vous manquer parce que vous n'êtes peut-être pas encore allé vers ceux-là qui vont vous donner le parrainage. Je suis certaine que vous n'avez pas encore essayé. Nous avons la chance d'être au XXIe siècle. Le XXIe siècle, c'est le siècle de la technologie. Le XXIe siècle, et cette maladie Covid-19 nous l'a montré, c'est le siècle de la communication sans contact. Vous savez, et quel que soit là où vous allez au Bénin, dans les trous les plus perdus, le cultivateur, la marchande, elle a un téléphone. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que le président Patrice Talon, le législateur, nous oblige à faire une campagne pas comme les autres. Et lorsque vous l'avez compris, vous vous préparez en conséquence. C'est-à-dire que avant, on faisait la campagne comme dans une course de fond. Comme dans une course de fond.
on commence, on prend le temps, on y va petit à petit. Mais là, en réalité, ce sera un sprint. Et un sprint, c'est on commence, on y va, d'emblée, on y met 100% d'énergie pour arriver. C'est une compétition, donc la compétition ne peut qu'être construite par un marathon. Oui. Ah non, pas forcément un marathon. Je dis, c'est un sprint. Là, c'est comme si on faisait du 100 ou du 200 mètres. Ah non, je vais dire, du 200 mètres parce qu'il y aura des obstacles au chemin. Ces obstacles-là, nous sommes persuadés qu'à la fin, nous les vaincrons et que nous serons, je crois, victorieux. Ah ben, nous vous le souhaitons. nous vous la souhaitons, nous vous souhaitons donc la victoire. Ouais. Si vous vous y prenez tôt. Monsieur Nader Taïwo Kokode, je rappelle que vous êtes le président du mouvement Encore ensemble, qui est... Ensemble, construisons notre République. Voilà, ensemble construisons notre République. Avec vous, nous avons parlé, bien évidemment, de ce recours-là au niveau de la Cour constitutionnelle, qui s'est déclarée incompétente par rapport à ce recours sur le parrainage ou contre le parrainage, si vous préférez. Nous avons également parlé un peu de la présidentielle, de vos ambitions pour... la magistrature suprême. Nous sommes en train de conclure, M. Kokode. Je vais vous demander votre mot de la fin. Écoutez, donc je réitère mes remerciements à cette chaîne d'avoir accepté de nous recevoir. Mais mon mot va certainement s'adresser à la jeunesse de ce pays. Et j'aimerais dire à cette jeunesse, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, et lorsque je dis jeunesse, à cette jeunesse, j'allais dire globalement, je ne vais pas dire de 7, hein, de 18 à 77 ans. À 77 ans, on est toujours jeune? Absolument. D'accord. Absolument, c'est dans la tête que ça se passe, que tout est encore possible. Qu'il est important que nous avancions vers la construction ou la reconstruction de ce pays. Qu'il n'y a pas de fatalité. Qu'il n'y a pas... La politique, ce n'est pas la guerre. Et que personne ne vous ramène vers une politique bestiale. Nous sommes persuadés qu'il y a une solution et que cette solution, elle est possible dans les urnes le 11 avril 2021. Et que pour aller vers cette solution, il faut que le peuple béninois se lève. Il faut que le peuple béninois arrive à vaincre la peur. Il faut que le peuple béninois soit déterminé. Il faut que le peuple béninois oublie de se faire acheter, marchander. C'est le plus important. Si nous prenons conscience que nous pouvons changer ce pays, nous allons pouvoir le changer. Et que ce peuple béninois-là, le 11 avril, sera le juge, le vrai juge, d'accord, de ce qui va se passer dans ce Bénin-là. Il n'est pas question de dire qu'il y a certainement un chaos. S'il y a un chaos, ce ne sera pas dans le sens où il y a certains turiféraires qui sont en train de le dire. Il y aura peut-être un chaos, mais dans l'autre sens. Si ce peuple béninois prend ses responsabilités, et comme le constituant, en tout cas, le juge constitutionnel nous a demandé de le prendre. Ce sera mon mot de la fin. Ensemble, construisons la République, mais construisons-la dans la paix et dans la dignité. Merci à vous, Nader Taïwo Kokode. Vous êtes le président du mouvement Encore. Je le disais, vous êtes aussi l'un des requérants par rapport à ces recours sur lesquels la Cour constitutionnelle s'est prononcée, les recours entre autres contre le parrainage. On retient surtout de cet entretien que vous comptez vous orienter vers d'autres juridictions pour vous faire entendre toujours par rapport à ce sujet. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est tout pour l'entretien de ce dimanche. On va se retrouver tout à l'heure au débrief, mais juste après l'entretien, c'est le GL, l'hebdo des éditorialistes, le bulletin d'information et après, bien évidemment, le débrief avec toute l'équipe. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve tout à l'heure.